Dans ce cours, nous allons parler d'architecture des ordinateurs. Nous allons étudier les différents blocs qui constituent un ordinateur, ensuite les architectures de base qui existent, le principe de fonctionnement de chaque partie de l'ordinateur. Nous verrons par la suite la partie software, donc le jeu d'instruction d'un ordinateur, et nous finirons par étudier les interruptions. Par définition, un ordinateur est une machine de traitement de l'information. Il permet d'exécuter un certain nombre de traitements sur des données d'entrée pour générer des résultats. Les différentes parties qui constituent un ordinateur sont l'unité centrale, ou bien CPU, c'est le processeur, donc c'est l'élément qui permet d'effectuer les traitements ou bien d'exécuter les programmes. Ensuite, il y a la mémoire, c'est l'élément qui permet de mémoriser les programmes et les données. Ensuite, en dernier lieu, l'unité des entrées-sorties. Donc cette partie-là, elle permet à l'ordinateur de communiquer avec le milieu extérieur. Tous ces éléments-là sont reliés par un bus. Les architectures qui existent sont l'architecture de Harvard et l'architecture de von Neumann. Dans l'architecture de Harvard, les programmes et les données sont séparés sur des mémoires distinctes. Par contre, dans l'architecture de von Neumann, il existe une seule mémoire unique, donc qui rassemble les programmes et les données. On va passer maintenant à l'étude du principe de fonctionnement des différentes parties de l'ordinateur. Nous commençons par le processeur ou bien la partie dite unité centrale de traitement. Un processeur est constitué par une unité de commande, une unité de traitement et quelques registres. L'unité de commande est constituée par un registre d'instruction, un décodeur et un séquenceur, en plus d'un registre particulier qui s'appelle compteur programme ou bien pointeur d'instruction. L'unité de traitement est construite autour d'un élément clé qui est l'unité arithmétique et logique, ALU. L'unité de traitement dispose également d'un certain nombre de registres, en particulier le registre accumulateur et le registre d'état. Nous allons voir le détail de l'utilisation de tous ces éléments-là dans les parties qui suivent. Un programme est une suite d'instructions qui doivent être exécutées de manière séquentielle. Dans les ordinateurs actuels, donc ordinateurs de bureau, bien tablettes, smartphones, etc., on a la possibilité d'exécuter plusieurs programmes. Ces programmes-là sont sauvegardés dans une mémoire appelée mémoire de masse. Il existe un programme particulier qui s'appelle système d'exploitation, tel que Windows, iOS ou bien Android, qui permet la gestion de l'exécution des différents programmes et l'exploitation de l'ordinateur. Lorsqu'un utilisateur veuille exécuter un programme en particulier, il va taper une commande ou bien cliquer sur une icône qui correspond à ce programme-là. Ceci va indiquer au système d'exploitation quel est le programme à exécuter. Il va donc chercher le programme à partir de la mémoire de masse et il va le placer au niveau de la mémoire centrale, pour la simple raison que un programme, pour pouvoir être exécuté, doit nécessairement se trouver au niveau de la mémoire centrale. Ensuite, le système d'exploitation va placer au niveau du compteur ordinal l'adresse de la première instruction du programme. À partir de ce moment-là, va commencer l'exécution du programme. L'exécution d'une instruction quelconque doit passer par trois phases. La phase recherche de l'instruction, la phase de décodage et la phase
d'exécution. Dans la phase de recherche de l'instruction, le contenu du compteur ordinal ou bien le compteur programme va passer dans le registre RA, qui est le registre adresse associé à la mémoire centrale. La mémoire centrale fournit ainsi l'instruction et elle va la placer au niveau du registre RM, qui est le registre mot. Le contenu du registre mot va passer dans le registre instruction de la partie commande du processeur. À ce moment-là, vient de s'achever la première phase et commence la deuxième phase qui est la phase de décodage. Une instruction est composée par deux champs, le champ code opération et le champ adresse. Le champ code opération permet d'indiquer grâce au décodeur quelle est l'opération ou bien les opérations à effectuer. Le champ adresse permet d'aller chercher au niveau de la mémoire centrale l'opérande sur lequel vont être effectuées ou bien va être effectuée l'opération. Donc la première étape de la phase 2, c'est le décodage de l'instruction. Ensuite, la mise à jour du compteur ordinal. Donc cette opération-là est très importante du moment qu'elle permet de donner l'aspect automatique à l'exécution du programme. Donc le processeur, une fois qu'il a décodé l'instruction à exécuter, va placer au niveau du compteur ordinal l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Ce qui veut dire que le processeur est prêt à exécuter l'instruction suivante avant même qu'il n'ait fini d'exécuter l'instruction en cours. Ensuite, dans les étapes B2 et B3, le processeur va chercher à partir de la mémoire l'opérande. Donc cette opérande-là va être placée sur la partie première opérande de l'unité arithmétique et logique. Et là va commencer la partie exécution. Donc on suppose que le deuxième opérande se trouve dans le registre dit accumulateur. Donc cette opérande-là se trouve sur la partie deuxième opérande de l'unité arithmétique et logique. Le séquenceur va générer une suite de signaux qui vont permettre l'exécution de l'opération ou bien des opérations. Ensuite, il va y avoir le positionnement des flags. Les flags, c'est le contenu du registre d'état. Enfin, du moment que le compteur ordinal contient l'adresse de la prochaine instruction, alors le processeur va automatiquement passer à l'exécution de l'instruction suivante juste après avoir terminé l'exécution de l'instruction en cours. Ce qui fait que les instructions vont être exécutées une à une jusqu'à ce que le processeur atteigne la fin du programme. Le deuxième bloc de l'ordinateur que nous allons étudier est la mémoire centrale. Cette mémoire permet d'accueillir les données et les programmes à utiliser. Une mémoire est tout simplement un ensemble de cases, la première ayant l'adresse 0, la dernière possède l'adresse 2 à la puissance a moins 1, où a est le nombre de lignes d'adresse. Il existe aussi un autre type de mémoire, c'est la mémoire de masse. Ce type de mémoire fait partie en réalité des périphériques d'entrée-sortie et il permet d'emmagasiner tous les programmes d'un ordinateur. Le troisième bloc constituant un ordinateur est l'unité des entrées-sorties, ou bien unité d'échange. Elle permet à l'ordinateur
de communiquer avec le milieu extérieur grâce à ce qu'on appelle des circuits d'entrée-sortie ou bien des périphériques d'entrée-sortie. L'unité d'échange est constituée par plusieurs interfaces. Ces interfaces permettent d'adapter les signaux de l'ordinateur aux signaux des circuits d'entrée-sortie. Le point de connexion entre le périphérique d'entrée-sortie et l'interface d'entrée-sortie est l'élément qui s'appelle port. L'adressage des circuits d'entrée-sortie par les processeurs peut se faire de deux manières possibles. Le premier est l'adressage cartographique, le deuxième, l'adressage indépendant. Dans le premier type d'adressage, il y a deux espaces différents, distincts, qui sont réservés l'un à la mémoire centrale, l'autre aux entrées-sorties. Dans le deuxième type d'adressage, qui est le type d'adressage indépendant, tout l'espace d'adressage du processeur peut être attribué à la mémoire centrale. Une partie des adresses est commune dans ce cas-là à la mémoire centrale et aux entrées-sorties. Pour ce qui est des modes de communication avec les circuits d'entrée-sortie, il existe deux modes possibles. Le premier s'appelle mode d'accès direct à la mémoire ou bien accès DMA. Le deuxième s'appelle mode programmé. Le mode DMA est utilisé lorsqu'il s'agit de transférer une grande quantité de données de la mémoire centrale vers l'extérieur ou bien de l'extérieur vers la mémoire centrale. Donc pour cela, un contrôleur particulier qui s'appelle contrôleur d'accès direct à la mémoire est utilisé. Le processeur cède le contrôle des bus au contrôleur DMA. Celui-ci va générer les adresses afin de pouvoir effectuer le transfert. Pour ce qui est des modes programmés, ces modes-là sont la scrutation d'état et les interruptions. Ces modes sont utilisés lorsqu'il s'agit de cas où un circuit d'entrée-sortie nécessite l'exécution par le processeur d'un programme particulier. Dans la méthode de scrutation d'état, le processeur doit interroger un par un tous les circuits d'entrée-sortie afin de déterminer celui qui veut exécuter un programme. Cette technique est facile à mettre en œuvre, mais a pour inconvénient de ralentir le fonctionnement du processeur, dans le cas où il existe beaucoup de circuits d'entrée-sortie à interroger. Pour pallier à ce problème, la méthode des interruptions est utilisée. Donc pour cela, le processeur dispose d'une broche particulière, d'une entrée particulière appelée entrée d'interruption. Dans le cas où un circuit d'entrée-sortie a besoin des services du processeur, il va tout simplement envoyer un signal sur cette ligne d'interruption pour interrompre le processeur afin qu'il exécute un programme particulier. Les différents blocs de l'ordinateur sont reliés grâce au bus système de l'ordinateur. Le bus système est généré par le processeur. Il est constitué par un bus de données, un bus d'adresse et un bus de contrôle. Le bus de données permet de véhiculer les données entre le processeur et les éléments de l'ordinateur. Le bus d'adresse permet de spécifier quel est l'élément concerné par une opération. Quant au bus de contrôle, il permet de gérer ou bien de commander le transfert de ces données-là. Le bus de données permet de donner une indication sur la capacité de traitement de l'ordinateur. Quant au bus d'adresse, il permet d'indiquer la capacité d'adressage du processeur.